Les Philippines font souvent parler d'elles depuis l'élection à la présidence le 30 mai dernier du très controversé Rodrigo Duterte, qu'on surnomme le Donald Trump philippin, en raison de son populisme, de ses propos souvent vulgaires et de ses méthodes ouvertement autoritaires. Mais avant de discuter de Duterte, revoyons en une minute l'évolution de ce pays, de l'Asie du Sud-Est. Donc, si le président porte un nom à consonance hispanique, c'est parce que les Philippines ont été une colonie espagnole dès 1565. Et ce n'est qu'en 1898, donc à peu près 350 ans plus tard, au terme d'une guerre entre les États-Unis et l'Espagne, que le territoire passe aux mains des Américains. Les Philippins étaient déjà engagés dans une longue guerre d'indépendance et Washington finit par donner du lest et leur accorde l'indépendance partielle en 1934. Et c'est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale que le pays jouira de sa pleine indépendance. Et c'est aussi le début d'une relation plus étroite avec les Américains qui venaient de libérer les Philippines de l'occupant japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Au milieu des années 60 commence la dictature de Ferdinand Marcos, qui régnera sans partage sur l'archipel pendant une vingtaine d'années, avant que ne revienne la démocratie en 1986. Et à la faveur du dernier exercice démocratique, donc le 30 mai dernier, Rodrigo Duterte prend la tête du pays, où il jouit, après un peu plus de 100 jours de pouvoir aujourd'hui, d'un taux de popularité qui dépasse les 75 %, malgré ses gestes extrêmement controversés ou grâce à ses paroles et gestes très controversés. C'est ce qu'on verra avec deux spécialistes de l'Asie du Sud-Est et des Philippines, Dominique Cahouette, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et affilié au Cerium. Bonjour. Bonjour. Et Stéphanie Martel, doctorante également affiliée au Cerium. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, je commence avec vous. Duterte, qui a été maire pendant quelques années, pendant plusieurs années avant d'arriver à la présidence cet été, s'est vanté d'avoir tué 1700 personnes quand il était maire et en campagne électorale, il a promis la mort de 100 000 trafiquants s'il était élu. Et là, il promet aujourd'hui l'extermination de 3 millions de consommateurs de drogue. Qu'est-ce qui explique cette fixation-là de la part de ce président avec le trafic de drogue, avec la consommation de drogue? Est-ce que ça semble être vraiment central dans son programme? Bien, d'une part, c'est sûr que c'est, disons, une stratégie qu'il avait déjà adoptée lorsqu'il était maire de Davao, où il a mené une politique anti-crime particulièrement violente également. Donc là, on a, si on veut, une expansion de cette politique-là à l'échelle nationale. Pour ce qui est du fait qu'il met l'accent particulièrement sur la consommation de drogue, la revente de drogue, c'est effectivement que, bon, très certainement, c'est un grave problème aux Philippines. La première drogue de consommation aux Philippines, c'est le crystal meth, et ça depuis plusieurs années. Globalement, la question de la drogue est considérée comme particulièrement grave, non seulement aux Philippines, mais également dans un certain nombre de pays de la région. Je pense à l'Indonésie en particulier, à la Thaïlande également, où on a vu des campagnes anti-drogue particulièrement violentes au cours des années 2000. Donc, il n'est pas le seul, c'est un problème régional. C'est un problème régional. Après, effectivement, l'ampleur avec laquelle, puis les proportions que cette politique-là prend actuellement aux Philippines est certainement inégalée. Par contre, on a vu également d'autres politiques antidrogue particulièrement fortes, notamment en Thaïlande, sous le premier ministre Thaksin, donc, qui a eu une politique antidrogue très sévère. Parce que c'est un problème effectivement répandu. C'est une préoccupation de la population. C'est une préoccupation de la population. Puis ça s'explique également par le fait que, bon, l'économie philippine est moribonde depuis plusieurs années et que c'est une façon pour la population, pour une partie de la population, de trouver des revenus plus facilement, disons. OK. Et donc, est-ce qu'on peut dire, Dominique, que c'est ce qui explique principalement la popularité de ce président-là, ou il y a bien d'autres choses aussi qu'il faut considérer? Parce que je l'ai dit en introduction, plus de 75 % des gens approuvent de ses méthodes et de ses politiques jusqu'à maintenant. Il y a deux choses. La première chose, c'est que sa campagne anti-drogue de Davao a peut-être été sa marque de commerce parce que Davao a connu un boom économique important dans les 10 dernières années, à partir du début des années 2000 jusqu'à son élection. Davao a changé radicalement. C'était une ville où, durant la période de Marcos, il y avait beaucoup d'insurrections, il y avait beaucoup dans les bidonvilles, les gens étaient organisés, il y avait beaucoup de crimes.
Duterte a fait sa marque de commerce en disant on va rendre Davao une ville qui est gouvernée sans crime organisé et tout ça. Et il s'est attaqué, comme disait Stéphanie, aux petits trafiquants de drogue, aux petits crimes. Ce qui était particulier, c'est que Davao a reçu beaucoup d'investissements. C'est la seule ville où les chauffeurs de taxi disent ouvertement qu'ils respectent le code de la route parce qu'on perd. Donc, il y avait beaucoup me disaient, c'était à Davao même, il n'y a pas de crime ici parce qu'on a peur finalement, parce qu'il y avait un grand nombre de personnes qui ont été tuées de façon extrajudiciaire. Mais la deuxième marque de commerce, c'est que Duterte a un aspect populiste, c'est-à-dire que les gens peuvent s'identifier à Duterte. Oui. Un peu, on avait déjà eu un exemple comme ça avec le président Estrada. Les gens se disent, Duterte, ça pourrait être nous. C'est quelqu'un qui ne vient pas des grandes familles oligarchiques de Manille ou de Luzon, l'île principale. C'est quelqu'un qui se comporte comme un bagarreur de rue parfois, qui dit ce qu'il pense. Et donc, il y a un aspect populiste qui rejoint aussi beaucoup de Philippins qui sont tannés d'avoir la démocratie, mais avec des scandales à corruption. C'est que je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il a fait à Davao, mais aussi le fait que les Philippins sont fatigués d'une transition démocratique, mais qui a mené à beaucoup plus de corruption et au renforcement des élites traditionnelles. Donc, il y a un côté bagarreur de rue, un petit côté autoritaire. Et d'ailleurs, Duterte n'a pas hésité, du moins en parole, à se rapprocher de la Chine, par exemple, alors que c'est un allié, a priori, très proche des Américains. Ils mènent des exercices militaires ensemble, donc il y a vieille alliance avec les Américains. Et là, on a un président qui montre des sympathies envers la Chine, menace d'enrayer les liens, de brouiller les liens avec les États-Unis. Donc, ce côté autoritaire-là, l'approche vers un régime plus autoritaire, on la voit. Est-ce que c'est un pivot réel vers la Chine de la part des Philippines? Ben pour l'instant, c'est certain que les signaux sont extrêmement clairs et inquiétants, très certainement. Je pense que les États-Unis sont particulièrement inquiets de voir où tout ça va finir. Par contre, ce qu'il faut comprendre également, c'est que Duterte arrive au pouvoir quelques semaines avant que la Cour permanente d'arbitrage des Nations unies annonce un verdict très, très important sur les questions territoriales en mer de Chine méridionale. Oui, et notamment, on parle des îles, la souveraineté des îles et de la construction d'îles de la part de la Chine. Tout à fait. Donc, on a ce verdict qui statue sur un certain nombre de questions, notamment sur ce que chacun des îlots permet de réclamer comme exploitation exclusive des ressources sur les eaux adjacentes. Ça touche également à des questions de liberté de passage, liberté de navigation qui sont très, très importantes pour les États-Unis. Mais dans ce contexte-là, la Chine vient d'essuyer un revers diplomatique particulièrement important. Elle a perdu la face sur la scène internationale et c'est extrêmement important, ce genre de considération pour la Chine à l'heure actuelle. Donc, la priorité en matière de politique étrangère pour Duterte actuellement, c'est vraiment d'essayer de rétablir un dialogue avec la Chine, un dialogue bilatéral pour pouvoir discuter de ces questions-là, d'une part, en s'appuyant sur les gains qui ont été effectués par la démarche juridique qui avait été initiée par son prédécesseur, donc avec laquelle une démarche n'a absolument rien à voir. Mais c'est également de faire très, très, très attention de ne pas irriter la Chine inutilement et d'éviter que la Chine adopte une posture encore plus agressive que ce qu'elle a fait auparavant et qui a été, évidemment, qui s'est fait au détriment des intérêts philippins. Donc, Duterte participe cette semaine à une mission en Chine où cette question-là va évidemment être abordée. À savoir comment ils veulent l'aborder, il faut vraiment surveiller ça de très près, voir ce que ça va avoir comme répercussion, évidemment, sur ses relations avec la Chine. Et c'est sûr que de signaler non seulement de montrer des signes d'ouverture envers la Chine, envers la Russie également, qui s'alignent un petit peu sur la position chinoise, puis des déclarations, accompagnées de déclarations à l'emporte-pièce à l'égard de représentants diplomatiques et également de Barack Obama dans une certaine mesure. C'est une façon de donner des bonbons à la Chine en quelque sorte. C'est-à-dire que les Chinois reçoivent ça évidemment d'un très, très bon œil, de voir des signes de rupture. C'est comme le géant sur lequel il ne faut pas marcher sur les orteils trop tôt, donc on agit délicatement. Justement, vous avez parlé des propos à l'égard d'Obama. On va dire ce qu'il a dit. Il a traité Obama de fils de pute. Il a envoyé paître le pape, également dans un pays qui est majoritairement catholique. Enfin, il vient d'un pays qui est majoritairement catholique.
Il a insulté le secrétaire général de l'ONU, brandi un doigt d'honneur à l'Union européenne. Qu'est-ce qui explique ça, Dominique? Pourquoi un président s'en prendrait aussi vulgairement, aussi évidemment à des leaders occidentaux pour la plupart? Il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que le terme enfant de putain, c'est comme un juron philippin commun. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire, nous, on a des sacres qui viennent de l'Église. Enfant de putain, en philippin, c'est à utiliser à bon escient et pas nécessairement pour insulter. C'est une insulte, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut dire. Mais n'empêche, on peut quand même pas dire ça sur la scène internationale et penser que ça ne sera pas interprété comme moi, je pense qu'il y a un aspect aussi revendicateur que les Philippines, pendant longtemps, ont été vues comme la marionnette des Américains. Pendant longtemps, qu'ils étaient les yes men des États-Unis en Asie-Pacifique. Donc, les politiques extérieures, c'était les bases américaines étaient aux Philippines pendant longtemps, ont été chassées. En 91, après l'éruption d'un volcan. Donc, ils ont quitté les Philippines, mais ils sont revenus à travers un accord de Visiting Force Agreement, un accord qui permettait aux forces américaines de venir comme conseillers. Donc, je pense que Duterte, il reprend une espèce d'éthos populaire de dire on est capable de dire ce qu'on pense, même si c'est pas si sophistiqué. On a Pacquiao, qui est notre boxeur national, on a, qui vient de Mindanao aussi, et on a maintenant Duterte, qui dit un peu ce que les gens n'oseraient pas dire, mais peut-être le pensent. Et donc, je pense qu'il y a un aspect, ça joue beaucoup sur sa popularité au niveau domestique. Je pense que les plus grands mots de tête, ce sera ses conseillers ou les fonctionnaires des relations internationales qui doivent à chaque fois réparer les pots cassés en disant c'est pas vraiment ça ce qu'il voulait dire et tout ça. Mais je pense qu'il y a un élément provocateur. Ce qu'on n'avait jamais vu, c'est que les Philippins le font au niveau national. Donc, Duterte, ce qui est spécial, c'est ce qui amène ça au niveau international. Donc, changer d'idée constamment, changer de parti, arriver avec des déclarations fracassantes, fait partie de la vie domestique philippine. C'est-à-dire que ça fait partie de chaque processus électoral. Et donc, des déclarations comme ça, c'est pas innocent ou c'est pas inconnu aux Philippines, mais ce qui était nouveau, je pense, c'est de le faire au niveau international, de remettre en cause la visite du pape et tout ça. Donc, vous avez dit, il y a des hauts fonctionnaires, les diplomates qui essaient de réparer les pots cassés ensuite. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre avec un grain de sel ou les menaces de ne plus tenir d'exercice conjoint avec les États-Unis, par exemple, ou justement ces insultes-là qui balancent aux leaders occidentaux? Il faut le prendre avec un grain de sel. Bon. C'est pas si alarmant que ça, finalement. Ça sera à voir. C'est-à-dire que l'intérêt de ce personnage-là, c'est qu'il est extrêmement complexe et que c'est tout à fait difficile de prédire effectivement quelles répercussions concrètes ça va avoir sur le long terme dans la renégociation des relations entre les Philippines puis les deux puissances régionales, la Chine et les États-Unis. Par contre, effectivement, ce sont des déclarations certainement outrancières et qui provoquent sans surprise l'indignation généralisée sur la scène internationale. Par contre, effectivement, comme le disait Dominique, la diplomatie philippine s'emploie à justement mitiger les propos, le présenter comme finalement une caractéristique de sa personnalité, mais qui ne veut pas, au-delà de ça, ne veut pas dire grand-chose. Puis c'est sûr qu'un langage comme ça s'adresse, et je pense que les leaders sur la scène internationale en sont parfaitement conscients, s'adresse à la politique domestique, s'adresse à une image qu'on veut projeter des Philippines qui sera plus, qui ne sera plus et qui ne doit plus être considérée comme le petit frère brun des États-Unis, selon l'expression. Le petit frère brun des États-Unis. Tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'était une expression qui avait été employée durant la colonisation, sous la colonisation américaine par notamment les soldats américains, si je ne me trompe pas. Et qui est ressorti au cours, je pense que c'est même le secrétaire des Affaires étrangères philippin qui l'a employé pour dire ça suffit. Au bout d'un moment, on est un pays fier, on revient sur la carte, on a nos propres intérêts et on ne se fera pas dicter les choses à droite à gauche. De souveraineté. Voilà. Donc, au-delà de ça, effectivement, il y a des signaux alarmants sur ce qu'il envoie par rapport à l'interruption des exercices conjoints avec les États-Unis, avec une ouverture, je pense qu'il date d'hier peut-être, par rapport à des exercices conjoints avec la Chine, voire avec la Russie. Tout ça, évidemment, c'est à surveiller. Ça a potentiellement des répercussions extrêmement importantes. Oui, un rapprochement avec la Chine, en particulier pour les États-Unis. C'est pas rien, là. On a affaire à quelque chose de très important au vu de la politique internationale à l'heure actuelle. Malgré tout,
des accords de défense qui datent depuis aussi longtemps. Ça se négocie pas sur le coin. Je pense, c'est ça, à peu près 60, 65 ans. À peu près, oui, près. c'est ça. Puis ça a été réitéré à plusieurs reprises. Ça s'écrit pas au coin d'une table et ça se renégocie pas au coin d'une table comme ça parce que le président l'a décidé. Donc voilà, il y a tout un système en arrière, puis il faut en tenir compte. Et comme vous l'avez dit, quand même, à surveiller. À surveiller. Ce personnage complexe. Stéphanie Martel, Dominique Cahouette, merci beaucoup. Merci. Merci.